Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct de Radio M est content de recevoir aujourd'hui Monsieur Mourad Preur, professeur Preur, expert international, expert pétrolier international, président du cabinet Énergie et habitué à notre émission. C'est avec lui que nous avons démarré ce format de l'invité du direct. Professeur, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Content d'avoir assuré cette longévité qui nous permet de vous recevoir au moins une fois tous les ans depuis 3-4 ans. Alors, nous avons une grosse actualité sur l'énergie et le pétrole de ces dernières semaines. Et il y a évidemment la remontée des cours, on va en parler en fin d'émission. Il y a la révision de la loi sur les hydrocarbures qui est dans le pipe, on en parlera au milieu de cette émission, mais on a choisi de commencer, une fois n'est pas coutume, par Sonatrach, l'instrument de la politique énergétique algérienne. Pourquoi ? Parce que le président directeur général de Sonatrach, M. Abdelrahman Ould Kaddour, a déclaré dans un brainstorming mardi dernier que Sonatrach n'était pas une société économique et que c'était plutôt une bureaucratie. Vous avez été choqué par la déclaration de M. Ould Kaddour, professeur Preur ? Non, pas choqué, parce qu'en fait, les compagnies pétrolières nationales, depuis la Pemex qui est née en 1938, jusqu'à la New York iranienne née avec Mossadegh et sa résistance qui lui a valu un coup d'État en 1953. Les compagnies nationales ont été d'abord des administrations pétrolières chargées d'être l'interface avec les compagnies internationales. Bon, c'est pas les PTT qui deviennent Algérie Télécom, quand même. Bon. Et en fait, toutes les compagnies nationales ont commencé à représenter l'État producteur dès lors que les hydrocarbures ont été nationalisés et qu'il fallait, dans le cadre des régimes des concessions, donc avoir une interface nationale pour ce qui est des compagnies internationales. Et progressivement, les compagnies pétrolières nationales ont connu une mutation pour devenir des compagnies pétrolières avec un potentiel managérial et technologique. Et avec les transformations de l'industrie pétrolière mondiale, les compagnies pétrolières nationales, on peut penser à la KPC koweïtienne, à l'Aramco saoudienne ou même à PDVSA vénézuélienne, ont commencé à opérer sur le plan international et à fonctionner comme les compagnies pétrolières internationales. C'est-à-dire... Alors vous dites, professeur Preur, vous dites c'est juste un mouvement de modernisation de Sonatrach qui est en retard et Ould Kaddour vient pointer ce retard. Non, c'est pas une trappe dans laquelle s'est engouffré Sonatrach qui est devenue une administration sous injonction du politique. Je ne vais pas fuir la question. J'essaye de vous replacer la question dans son contexte stratégique. En fait, les compagnies nationales sont en train de muter pour devenir des compagnies comparables aux autres compagnies pétrolières. Pour des raisons qui lui sont propres, Sonatrach n'a pas évolué comme elle aurait pu évoluer, avec ce qui suppose autonomie vis-à-vis du politique, règles de management qui sont au standard international, puissance technologique, parce que le cœur technologique d'une compagnie pétrolière, c'est ce qu'on appelle les 3G, géologie, géophysique, génie du gisement, donc c'est les géosciences qui lui permettent de jouer son rôle, la fonction supérieure de donneur d'ordre, de faire travailler pour elle les sociétés de services et de les mettre en concurrence et de profiter de leur concurrence. En même temps, un management stratégique qui lui permet
de manœuvrer dans un contexte qui est aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, extrêmement violent, extrêmement compétitif. Donc Sonatrach doit s'adapter à cette évolution alors qu'elle a pris du retard. Elle a pris du retard, nous l'avons bien compris. Alors, dans ce que a développé Abdelrahman Ould-Qaddour lors de cette réunion, on comprend qu'il y a dans l'organisation, dans l'architecture de Sonatrach aujourd'hui, il y a des filiales qui ne servent à rien. Il l'a dit, et il a dit qu'il y aurait une restructuration imminente dans les prochaines semaines pour peut-être se reconcentrer sur le cœur de métier de Sonatrach. Vous avez une idée de ce qui se prépare ? Là, je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée sur ce qu'a voulu dire Monsieur Ould-Qaddour. On peut imaginer, par exemple, l'engagement de Sonatrach dans le transport aérien, l'engagement de Sonatrach dans le football. Ils sont actionnaires majoritaires, quasiment seuls du MCA. À travers des filiales, ils sont actionnaires d'autres clubs de football. Il y a des métiers dans lesquels Sonatrach, et peut-être que ces métiers-là n'ont pas vocation à rester dans le portefeuille. C'est-à-dire il faut regarder, je vous donne maintenant mon point de vue d'expert. Il faut regarder les choses froidement. Une compagnie pétrolière, l'activité pétrolière est une activité à risque. Vous savez, le risque géologique, le risque financier, le risque commercial, le prix du pétrole peut monter ou descendre, le risque géopolitique, etc. Et donc, elle doit avoir un portefeuille d'activités équilibré de manière dynamique. C'est-à-dire qui lui permet de supporter les dépressions, qui lui permet de supporter le risque. Dès lors qu'elle a un portefeuille, il y a plusieurs conduites tactiques que l'entreprise va choisir. Il y a aussi des stratégies de développement qu'elle choisit, soit l'intégration verticale, c'est-à-dire elle est présente de l'amont de l'exploration-production jusqu'au raffinage, soit la spécialisation, elle n'est présente que dans l'amont ou dans l'exploration-production ou dans l'aval, soit la diversification, et donc elle a des activités de diversification qui vont permettre aux autres compartiments de flotter si jamais... Alors je vous pose la question autrement, est-ce que vous pensez que le portefeuille de Sonatrach est équilibré? Je pense qu'il n'est pas équilibré. D'accord? Du point de vue de l'orthodoxie stratégique, le portefeuille de Total, aujourd'hui par exemple, est en train de basculer progressivement vers les renouvelables. Au Total a acquis SunPower, qui est un leader dans le solaire. Elle vient d'acquérir l'un des leaders dans les batteries lithium-ion, etc. Et donc elle équilibre son portefeuille en considérant les évolutions de l'industrie pétrolière. Alors vous étiez en charge de la stratégie auprès d'un des présidents de Sonatrach il y a quelques années. Aujourd'hui, compte tenu de ce déséquilibre, des exigences, des pressions, etc., est-ce que c'est opportun de démarrer par une restructuration des filiales avant d'auditer un peu plus la situation? Je ne connais pas parfaitement ce qui est prévu. Donc je n'ai pas, je suis un expert. Donc, attendez, vous étiez présent aussi. Oui, mais ça n'a pas été précis. Non, ça n'est qu'un discours. Hein, donc c'est des orientations. Ça peut se faire demain, ça peut se faire dans... Il a parlé de quelques semaines. Il a dit dans quelques semaines, il allait couper les branches mortes. Enfin, il n'a pas utilisé cette expression. Mais... Ce qui est certain, c'est que pour ce que je sais de ce que Sonatrach est en train d'envisager, Sonatrach est en train de travailler pour son renforcement structurel et managérial, pour son développement technologique. Et ce que je sais du projet Sonatrach 2030, qui vise à mettre en perspective Sonatrach sur un horizon tout à fait proche, qui est 2030, c'est qu'elle se renforce de façon à pouvoir se mouvoir dans la compétition internationale qui est de plus en plus vive et agressive. Ça c'est un intitulé, mais qu'est-ce qu'il y a dedans quand même? Il y a des actions d'organisation, de formation, une identité d'entreprise à renforcer. Un changement de la gouvernance?
forcément, la gouvernance à l'échelle d'une compagnie pétrolière, une compagnie pétrolière doit être organisée en business unit, en compartiments qui sont en métiers, qui sont capables de flotter par eux-mêmes, même si les autres prennent haut. Ça veut dire que les patrons des business units doivent avoir une certaine autonomie et qu'il doit y avoir un niveau, paradoxalement, un niveau corporate très puissant pour pouvoir coordonner ces business units et pour pouvoir faire de la prospective et orienter leur développement de manière synchronisée. Je vous donne un exemple. On dit que le transport par canalisation en ce moment ne flotte plus, qu'il perd beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Vous vous inscrivez en faux ? Non, le transport par canalisation est un domaine de souveraineté. Je considère que le transport par canalisation ne doit pas être... c'est pas une business unit. Non. Le transport par canalisation est un domaine de souveraineté qui doit rester contrôlé par l'État et je ne pense pas qu'il y ait parce que c'est un calcul économique très complexe. Hein, l'affirmation que tu fais là demande. Que je rapporte, c'est pas moi qui l'a fait. Demande à être confirmée parce que c'est le tarif de transport qui va déterminer la rentabilité. Bon, il y a 20 000 km de pipe. Nous, quand on était à Sonatrach, on avait 14 000 km de pipe à l'époque. Quand dans des congrès internationaux, je disais on a 14 000 km de pipe, les gens, c'est quand même impressionnant. 20 000 km de pipe. Avec le Haoud el-Hamra qui est le point le nœud du réseau, le hub pour ce qui est des liquides, avec le CNDG de Hassermel qui est le hub pour ce qui est du gaz. Alors on se met quand même, parce que on va rester encore quelques minutes sur Sonatrach et son avenir. Abdelrahman Outraldour a utilisé des termes forts. Moi j'ai essayé de me mettre dans la place du middle management de Sonatrach aujourd'hui. On est précarisé par une perspective de ce type. Ça va tanguer, ça va plus être une administration, ça va être une entreprise économique qui va parler rentabilité, qui va parler rendement, compétitivité, etc. Est-ce que vous pensez que dans le style, dans la manière d'essayer d'organiser ce virage, on a utilisé les bons éléments de langage ? Bon, c'est très complexe. Une compagnie pétrolière nationale. L'un des leaders comme Pemex, elle a 170 000 travailleurs. Elle possède des hôpitaux, elle possède des... en fait, il y a un arbitrage à faire quand il s'agit d'une compagnie nationale entre les impératifs de la bataille concurrentielle. Les 3G. Les 3G et donc les impératifs et ensuite les impératifs de la nation. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dire moi je vais couper pour être au standard d'une compagnie américaine, etc. Vous devez considérer la politique sociale du gouvernement, vous devez considérer parce que vous êtes solidaire de tout cela. Parce que vous êtes un élément de la puissance de la nation. Alors, et je voudrais insister, si tu me le permets, bien sûr, sur une thèse qui m'est très chère, à savoir qu'aujourd'hui, la puissance pétrolière des pays producteurs repose non pas sur le niveau de leurs réserves et de leur production, mais sur la compétitivité de leur compagnie nationale. D'accord ? La puissance des pays de l'Algérie, elle repose sur Sonatrach, sur sa capacité à assurer les équilibres énergétiques algériens sur le long terme, sa capacité à s'impliquer dans la transition énergétique, sur sa puissance technologique et managériale en dernière analyse. Vous avez été plus loin, vous avez déclaré à notre confrère Le Soir d'Algérie il y a quelques jours que ce qui garantissait la souveraineté nationale, ce n'est pas tant le 49-51, c'est la qualité de Sonatrach, c'est la compétitivité de Sonatrach. Ah oui, je persiste et signe. C'est fort. Pour moi, le 49-51, c'est une illusion. D'accord ? Si vous n'avez pas un acteur puissant, même si vous possédez 51%, votre souveraineté n'est pas garantie. Alors, il faut renforcer votre acteur énergétique. C'est parce qu'on en est convaincu ici à Radio M et à Maghreb Émergent qu'on a pris cette séquence Sonatrach et qu'on en parle dans le détail. Nous, on voudrait que cette réforme, que ce renforcement de Sonatrach se réussisse. On a quand même
un doute quand il s'agit de M. Ould Qaddour, Abdelrahman Ould Qaddour, qui a été à la tête de BRC, qui a eu les problèmes que l'on sait, etc. Est-ce que vous sentez qu'il est soutenu dans son action? Vous connaissez bien le secteur, vous connaissez bien les acteurs du secteur, les liens avec les pouvoirs publics, le gouvernement. Est-ce que vous êtes optimiste au sujet de l'action entre guillemets, réformateur de M. Ould Qaddour? Moi, je pense que il ne faut pas personnaliser le traitement des questions stratégiques sans langue de bois. Hein. Je pense que on a dit la même chose pour M. Mazouzi. Au bout de 2 ans, il a été obligé de partir. On est au 6e PDG de Sonatrach. Non, ça c'est, je vous le dis, c'est l'expert qui vous parle. Je suis dans des think tanks internationaux et je participe. L'incarnation d'une politique, c'est pas important pour vous? Non, pour moi, ça n'est pas là l'essentiel. Parce qu'une compagnie pétrolière, c'est un corps vivant. Ça, il faut bien le comprendre. C'est des femmes et des hommes. Attendez. Non, si vous permettez. Monsieur Ould Qaddour a déclaré: je suis arrivé dans le bureau de mon prédécesseur, dont il n'a même pas cité le nom. Il a dit: il était rempli de paraffeurs de partout. Et moi, je m'envisage pas comme. C'est pas pour ça que je suis venu à la tête de Sonatrach. C'est une toute autre démarche. Mais là, il a raison, parce que le PDG n'est pas là pour signer des paraffeurs. Le problème, c'est là. Le président est là pour être un visionnaire, pour être un fédérateur, pour être un communicateur, pour être un coordinateur. Aujourd'hui, nous ne sommes plus l'industrie mondiale, pas seulement l'industrie pétrolière. Ce n'est plus l'industrie le modèle taylorien où il y a ceux qui pensent et ceux qui vissent, comme on dit. Hein? Aujourd'hui, on est passé de l'organisation taylorienne, pyramidale, vers une organisation par objectif. Et il n'est pas normal que tout remonte au PDG. Ça, c'est une règle que vous trouvez chez General Electric, chez Boeing, chez Exxon, chez tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut revoir en profondeur les systèmes de management. Il faut les revoir en profondeur. Il faut et même encourager l'innovation, encourager même les idées marginales. C'est ce qu'on appelle les angles morts. Vous pouvez avoir un jeune innovateur qui est sorti un jeune ingénieur qui est sorti de Bebzouar ou de Polytech, hein, et qui a un flash. Mais s'il y a personne qui est capable de balayer pour repérer ce flash, vous allez perdre une opportunité de croissance. Donc c'est un modèle c'est pour ça que je dis il faut pas personnaliser. D'abord, c'est un modèle. Ensuite, Sonatrach, c'est des femmes et des hommes, hein, qui sont là. C'est-à-dire que 24 sur 24, là, tu as de l'électricité. Ça veut dire qu'il y a du gaz qui arrive à sonner le gaz, qui elle-même le transforme en électricité. Tu vas prendre ta voiture, tu vas aller à la station-service, ça veut dire qu'il y a de l'essence qui est passée par une raffinerie, qui est sortie d'un gisement, etc. Donc ce sont des femmes et des hommes qui ont été formés à l'école algérienne, hein, qui sont nés qui sont algériens. Comment ils vont réagir quand on leur dit: vous êtes une administration, vous n'êtes pas une entreprise? C'était ça ma question. C'est à ces hommes et ces femmes que je pense. Moi, je pense que ça les épanouira de savoir que j'ai été l'animateur du projet Promos, du processus de modernisation de Sonatrach dans les années 90, et la première chose que nous avions faite, c'était un petit bulletin qu'on appelait l'Info Express, et on informait à l'époque c'était le fax. Il était dès qu'une décision était prise, hein, un contrat ou n'importe quoi, il partait vers toutes les régions de production, etc., et les installations de Sonatrach, avant de partir vers la presse. De telle sorte que si tu es un agent de Sonatrach et que ton beau-frère ou ta soeur vient te dire il paraît que vous avez signé un contrat avec X, etc., tu te sens infériorisé.
Et ça affaiblit l'esprit d'entreprise et ça affaiblit l'entreprise. Mais dès lors que tu impliques les gens n'ont pas pour vocation, avant on disait de faire les mots croisés, mais aujourd'hui on pourrait dire de surfer sur Internet. Inférioriser ils sont pas là pour être... inférioriser, Mourad Preur, Sonatrach est sorti du traumatisme Shakib Khalil. Sonatrach est une compagnie pétrolière qui a connu une crise. Je connais pas. Je suis dans le monde du pétrole depuis que... Je ne connais pas une compagnie pétrolière qui a connu une crise aussi longue et qui soit encore de ce monde. BP avec la plateforme dans le golfe du Mexique quand même. Mais ça a duré mais comme BP a innové, a révolutionné la production sous 2000 mètres d'eau en offshore en trouvant une innovation pour tuer un puits en éruption sous 2000 mètres d'eau, ils ont transformé ça en fierté. D'accord ? En fait, ils ont eu un accident d'avoir récupéré Shakib Khalil en Algérie. Voilà. Bon, on a été un incendie d'une autre manière. Moi, je ne cite pas de nom, tu incites pour citer de nom, mais moi, ce que je dis, c'est que ce qu'il faut insuffler, c'est la fierté d'être à Sonatrach, de se battre, de participer, si modestement soit-il, à la puissance de son pays, à la puissance de sa compagnie pétrolière, dire j'ai gagné dans ce contrat, j'ai remporté ce... Une dernière question pour changer la gouvernance de Sonatrach, aller à la bourse, ouvrir 30% du capital, 10%, 5%? Non. Moi, je considère, je vais te dire encore sans langue de bois. Si dans une autre vie, si je voyais l'action Sonatrach cotée à la bourse de New York, j'aurais été fier. C'est pas une question de principe. Mais aujourd'hui, il est hors de question de privatiser Sonatrach, d'ouvrir ne serait-ce qu'un petit pourcentage de son capital. Elle n'a ni la musculature nécessaire, ni l'État, il faut appeler un chat, n'a les dispositifs nécessaires pour ouvrir le capital. L'État a besoin d'argent. Oui, mais à mon avis, Total, par exemple, l'État français a ouvert son capital. Mais jusqu'à aujourd'hui, les Français ne détiennent que 34%, quelque chose comme ça, les capitaux français de Total. Mais Total est un élément de la souveraineté et un pilier de la souveraineté de l'État français. Parce que les centres de décision managériaux et technologiques, je dis technologiques, sont en France. Ils peuvent se permettre ça. Nous, on ne peut pas se permettre ça. Oui. Alors, on va passer à la deuxième partie de cet entretien. On a appris Alors, le gouvernement envisage de revoir, donc de faire une révision de la loi sur les hydrocarbures. Il s'agit de la loi de 2006 qui avait déjà révisé celle de 2005. Au passage, la fiscalité de la loi 2006 a été revue en 2013 pour alléger un petit peu le dispositif fiscal que les compagnies étrangères trouvaient injuste et trop lourd, notamment dans les gisements les petits gisements. Le gouvernement n'en a pas dit plus. Du coup, c'est parti un peu dans tous les sens et M. Ahmedou Yahya a été obligé de dire on ne va pas revenir aux concessions, on ne va pas revenir à en descendre sur la règle des 51-49, ça je vous le garantis. Bon, est-ce que vous êtes rassuré entre guillemets ou est-ce que vous pensez que c'est ça qu'il faut faire? Moi, on a dit ou trop peu ou pas assez. Voilà. Je pourrais vous dire, je n'ai aucun commentaire parce que je ne sais pas ce qui se prépare. Ce qui se prépare et en fait, je n'ai aucun commentaire. Sauf que je n'ai aucun commentaire parce que on n'a rien dit. On n'a pas dit on veut faire ça ou on a dit on va protéger la souveraineté. Et tout à l'heure, je vous ai dit la souveraineté, c'est même pas le 51-49, c'est une puissante compagnie pétrolière. C'est ça la souveraineté. Maintenant, mes idées sont connues sur la question, donc je ne commente pas ce qui a été dit parce qu'il n'y a rien. Alors, vos idées sont connues, on peut les rappeler à nos amis auditeurs. Mourad Preur, vous avez, encore une fois, chez notre confrère Le Soir de l'Algérie, préconisé de revenir à la loi
hydrocarbures de 1986, dite 1986-14, oui. PSA, sharing, donc c'est le partage de production de pétrole. Production Sharing Agreement, oui. Production Sharing Agreement. Et vous dites, il faut ajouter 2 ou 3 dispositions, notamment l'écrémage des super profits, et puis peut-être une disposition sur l'exploitation du non conventionnel qui, pour se projeter dans l'avenir, il faut des dispositions particulières. Est-ce que vous considérez que c'est vraiment jouable de revenir en 2017 à une loi qui a été écrite en 1986 ? Non, bien sûr. D'abord, sur nos productions, hein, il faut savoir que le plus gros vient de la loi 86-14 sur nos productions d'aujourd'hui. Hein. Qui a été un succès, il faut le rappeler. C'est une loi qui il y a eu combien de contrats signés sous le régime de cette loi ? Il y a eu 425 découvertes, dont 291 par Sonatrach seul, avec la loi 86-14. Il y a eu, dans les années 90, on a remplacé toute la production que nous avions consommée depuis la loi depuis la nationalisation de 71. Notamment grâce au bloc 404 de Hassi Berkin. Oui. Donc on a découvert des géants. Orhoud, Hassi Berkin, HBNS, etc. Donc c'est une loi. Le cœur de cette loi, il y a dans cette loi, il y a en fait, le cœur, c'est le contrat de partage production. Il y a des contrats de service à risque ou sans risque. C'est-à-dire que la compagnie étrangère vient prester un service, soit elle participe au risque, soit elle ne participe pas au risque. Mais en fait, dans la loi 86-14, le cœur, c'est le contrat de partage production. Et qu'est-ce que c'est que le contrat de partage production ? Vous avez une superficie. Exemple, cette salle, vous êtes Sonatrach, propriété à 100% de l'État souverain. Hein. L'État vous donne un titre minier pour prospecter sur cette parcelle. D'accord ? Et vous allez signer un contrat qui ne relève pas du droit minier, mais du droit commercial, hein, un contrat de partage production avec moi, par exemple. Je suis une compagnie étrangère, je vais ramener ma technologie, je vais ramener mon financement, donc je vais prendre tout le risque, d'accord ? Et prendre tout le risque, et si jamais je ne découvre rien, je repars, et maintenant si je découvre, vous allez me payer mes investissements, ce qu'on appelle le cost oil, hein ? Vous allez me payer aussi un fee, un bénéfice, un profit, le profit oil. D'accord ? Et Sonatrach n'a pas participé à zéro investissement, ni au risque. D'accord ? Ce qui a été enlevé dans la loi de 2005. Donc, ce qui a été enlevé dans la loi de 2000. Et donc, les compagnies pétrolières internationales, dans un contexte où, dans les 3 dernières années, les investissements pétroliers ont chuté de 1000 milliards de dollars. Hein. Donc, c'est pas de la rigolade, c'est du sérieux. Il y a vraiment une compression des investissements pétroliers. Donc, ils arbitrent leurs investissements avec une grande sévérité. Leurs juristes connaissent le contrat de partage production sur le bout des doigts. Si vous bougez une virgule, ils sont là. D'accord ? Là, on a remis en cause donc cette loi. On a instauré une nouvelle loi en 2005. Ensuite, on l'a réamendée une année plus tard. Une question qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi Cheikh Ebrhil a-t-il tant tenu à changer la loi de partage de production alors qu'elle marchait si bien ? Je ne sais pas. Wallah al-Azim, je n'ai pas de réponse. Pour moi, la loi de 86-14, elle est parfaite. Alors, je vais vous dire ce que je proposerai ensuite, mais tu l'as évoqué. Mais j'insiste pour dire que d'abord, nous avons un domaine minier prospectif et sous-exploré. 13 puits sur 10 000 km² contre une moyenne de 105 puits dans le monde. Hein ? D'accord ?
d'un autre côté, moi, quand j'intervenais dans les années 90, quand l'Algérie était isolée sur le plan international, quand j'intervenais dans les congrès, je disais, nous avons une stabilité sur le plan juridique et réglementaire. Nous avons une sécurité des installations, etc., assurée par notre armée. Stabilité. Pendant 20 ans, le cadre juridique n'avait pas bougé. Ce qui, pour les compagnies pétrolières internationales, est important. Parce qu'ils ne s'amusent pas. Ce sont des milliards de dollars qui sont en jeu. Donc, si un match de foot, vous changez toutes les 5 minutes les Je vais vous règles. opposer un autre point de vue. C'est celui de Abdelatif Benachnou, ancien ministre des Finances, qui dit que le pire des crimes économiques qui a été fait, c'était de revenir sur la loi 2005, en 2006, en supprimant le système des concessions. Lui, il dit que c'est le mauvais signal envoyé à l'international, c'était celui-là. C'était pas d'avoir changé la loi de partage de production en 2005, c'était d'avoir renoncé à maintenir le concept clé de cette loi qui est la concession. Ah non. Il est responsable. Je rapporte. Cette personne est responsable de ce qu'elle dit. Mais le système des concessions a été remis en cause durant la décennie militante des pays producteurs. Parce que tous les pays producteurs, avant les nationalisations, l'industrie pétrolière était régie par le système des concessions. C'est-à-dire que tu es une compagnie pétrolière, tu es BP ou Total ou Exxon ou je sais pas quoi, tu as une concession sur cette surface, tu fais ce que tu veux, tu payes une redevance, des royalties, et tu payes un impôt pétrolier qui est négociable. Mais le reste, revenir au système des concessions, l'Algérie militante, l'Algérie qui a été... Mais ça s'est fait. Ça s'est fait en 2005. C'est pas tout à fait un système des concessions parce que le titre minier n'est pas détenu par la compagnie étrangère, il est détenu par Naft. D'accord. Donc c'est pas, le changement, c'est qu'auparavant le titre minier était détenu par Sonatrach, d'accord, qui est propriété de l'État, c'est-à-dire l'État n'a pas à avoir peur de Sonatrach. Vous êtes pour le retour du titre minier pour Sonatrach? Oui. Moi, je suis pour le retour du... Les agences de régulation, vous n'en avez pas besoin? Mon point de vue... mon point de vue, c'est une duplication de moyens techniques, etc. Oui, mais il y a l'État et la compagnie. Là, vous nous ramenez un peu dans les années de... on peut garder... Le débat n'est pas là. Je n'ai pas d'opposition de fond à ce que l'on garde Naft ou que Sonatrach soit confiné dans une position d'acteur pétrolier. J'ai pas d'opposition de fond. Tant qu'on ne revient pas sur le principe de la souveraineté de l'État parce que dans la 86-14, dans la loi 86-14, la compagnie pétrolière et étrangère qui prélèvent le cost oil et le profit oil sont comptabilisés dans les réserves de Sonatrach et sont considérés par Sonatrach, comptabilisés comme dette fictive. Et la compagnie étrangère est propriétaire du cost oil et profit oil au point de mesure, au point d'enlèvement, après que la douane algérienne ait mis le tampon Taha. D'accord. Et donc elle ne peut pas le comptabiliser dans ses réserves ni dans sa capitalisation boursière. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, ça fait une dizaine de jours qu'on parle de cette révision de la loi, d'aller dans cette direction? Est-ce que vous sentez que après ce brainstorming, les discussions qu'il y a dans le milieu, est-ce que vous pensez que c'est vers cela que le gouvernement se dirige ou est-ce qu'il va nous restaurer la loi de 2005? Wallah al-Azim, je peux vous dire, je ne sais pas ce qui... Vous avez écrit un papier qui a suscité des réactions, vous devez avoir une idée quand même. Le ministre, il va dans quelle direction? Le ministre de l'énergie, on ne l'a pas encore évoqué. Je n'ai vu ni le ministre de l'énergie, ni personne, mais mon sentiment, c'est que la question de la souveraineté, le Premier ministre a beaucoup insisté dessus, et si je lis entre les lignes, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un recul attendu en matière de souveraineté. C'est mon opinion.
Je ne vois pas le gouvernement reculer sur ce qui est de la souveraineté. Est-ce que c'est vendable? Est-ce que le retour à 86-14 est facilement à vendre à nos compagnies, aux partenaires de Sonatrach qui vont venir pour les appels d'offres? Leurs juristes connaissent et pour ce qui est comment dire, l'écrémage des super profits, la Grande-Bretagne l'applique. C'est-à-dire c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire si tu signes un contrat pour un taux de rentabilité de X, si le prix monte, c'est normal que l'État producteur prenne sa part. C'est vous qui de la même manière que pour ce qui est des petits gisements, c'est des mécanismes qu'il faut adjoindre à la loi 86-14 et ça passe. Alors, vous m'offrez une transition, moi, pour l'écrémage des super profits, c'est pas près de revenir, ça. Vous, je le dis, en fait, c'est une transition pour parler de l'évolution des cours du brut à l'international. Vous êtes le grand chantre de la mouvance du rebond aussi à partir de 2018-2019. On vous attend, on vous suit à Radio M sur ce pronostic. C'est courageux de l'avoir pris. Est-ce que qu'est-ce qui alimente encore aujourd'hui? On est en octobre 2017. Le pétrole était ce matin à 58 pour le brut, $58 le baril. Est-ce que vous restez sur votre pronostic? Est-ce que vous dites que on peut être d'accord sur le rebond, il va arriver un jour, mais sur la périodicité, sur le moment où ça va arriver, on vous a trouvé, je rapporte encore une fois, un peu optimiste 2018-2019. Les prévisions se sont confirmées. J'ai dit que le prix allait terminer l'année autour de $58. Je te renvoie au papier que tu as écrit sur ton site, à la presse, etc. Mes anticipations pour ce qui est du prix du pétrole se sont confirmées. Maintenant, tu sais, les experts sont moutonniers. Les experts suivent les consensus. Si tout le monde dit le prix monte, il veut dire le prix monte, sauf il y a des fous qui disent le prix va descendre. Et si jamais il descend, on va crier au génie. Bon, la réalité, c'est que mes anticipations sont fondées sur une observation stricte de l'actualité des jeux d'acteurs, etc. Le désinvestissement dont vous avez parlé tout à l'heure, 1000 milliards de dollars en moins. Voilà, et alors que l'investissement avait atteint 731 milliards de dollars en 2013 et je ne suis pas le seul. J'ai été heureux, même si une fois j'ai été écorché par Maghreb émergent parce que j'avais. Non, c'est parce que vous donnez après envie. mon passage chez Souhil Al-Hashmi, mais. Non, c'est parce que vous donnez envie au président Bouteflika de faire un 5e mandat avec vos pronostics. Moi, je suis un expert. Objectivement, si le pétrole doit remonter beaucoup, ça donne envie de rempiler. Peu importe. Moi, je suis un expert. Ce que je suis content, et même ton journal l'a rappelé, que Fatih Birol, qui est le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, a dit que effectivement on risque un choc pétrolier entre 2020 et 2025 parce que la demande va monter. Et je vais te dire, le consensus dans l'industrie, la demande, l'AIE a réévalué la demande pétrolière pour 2017 à 98 millions de barils par jour et à 99,4 en 2018 barils par jour. Or, les pétroliers savent que la Terre ne peut pas produire plus que 100 millions de barils par jour. Qu'on n'a jamais atteint. D'accord. Et les projections du cabinet Énergie sur 2030, c'est 115 millions de barils par jour. C'est-à-dire que c'est au minimum. Et le problème, c'est que on va se retrouver. Nous, on n'a pas vu le désinvestissement et les effets cycliques qu'il va produire, qui vont être il y aura des corrections brutales. Maintenant, ce que je dis, c'est que 99,4 millions de barils par jour prévus par l'AIE, l'Arabie Saoudite qui aujourd'hui fait face à des difficultés financières, déficit budgétaire sur les 3 dernières années, 200 milliards de dollars. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans un accord de réduction de production. Et je l'avais déjà dit, elle va ouvrir le capital de l'Aramco à 5%, et une compagnie pétrolière, sa capitalisation boursière dépend du prix des réserves. Si le prix baisse,
le prix des réserves saoudiennes baisse et la capitalisation boursière, les actions de l'Aramco ne vont pas valoir cher. Ce qui fait que l'Arabie saoudite s'oriente maintenant de manière déclarée vers une politique de défense des prix et non plus de défense des parts de marché. Et ce que j'avais déjà dit, j'ai dit ça va se terminer en eau de boudin, cette histoire de guerre des prix, comme toutes les guerres des prix que l'Arabie saoudite a menées et qui se sont terminées par des échecs. Alors, tout de même, depuis votre pronostic, professeur Preur, qui n'est pas encore démenti, bon, on n'est pas d'accord sur le moment où ce choc haussier arriverait. C'est toujours pas arrivé, $58. Vous allez parler avec Ahmed Yahya, il va dire j'en ai rien à faire, $58. On attend toujours le retour à 85, 90. Personne n'ose rêver à plus de $100 le baril pour le moment. Mais c'est pas gagné, Tout de même, ce qui s'est passé depuis, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on passe au-delà d'un certain niveau de prix, les acteurs qu'on voulait éliminer du marché en laissant tomber les prix reviennent en lice. Oui. C'est la terrible résilience, terrible du point de vue d'un Algérien qui vit du brut conventionnel, résilience du pétrole non conventionnel américain qui arrive à se remettre en production à des niveaux de prix qui sont relativement bas. Non, bien sûr, dans le Dakota du Sud, ils sont entre 20 et 25 $ le baril. La moyenne des bruts de schiste américains, c'est 45 $ le baril. Bien, le problème est un problème sérieux de court terme. C'est-à-dire que lorsqu'elle défend les prix, l'OPEC redonne la main au schiste américain. C'est un paradigme pétrolier qui s'est imposé. Sauf que les réserves américaines, elles étaient de 44 milliards de barils sur 1700 milliards de barils de réserves mondiales. Cette année, sur le BP Statistical Review, je vois 55 milliards de barils. Je ne sais pas comment ils ont rajouté ça. Ils ont prospecté. Non, ils ont fait de nouvelles découvertes. On leur accorde ce crédit. D'accord ? Sauf que 55 milliards de barils, c'est un peu plus que les réserves libyennes. Professeur, est-ce que tu verrais la Libye bouleverser le marché pétrolier sur le long terme? Le pétrole de schiste américain va être la variable d'ajustement du marché mondial pendant combien d'années selon vous? Pour moi, 2018, 2019 et ensuite on est... il sera intégré, quoi. Oui, il sera intégré. Mais pour l'instant, j'insiste, cette guerre des prix, cette crise pétrolière est un des éléments de la recomposition géopolitique qui est en cours. Cette crise pétrolière est un argument de négociation pour les différentes puissances. Les États-Unis acceptent que la Chine soit un acteur économique, mais ils n'acceptent pas encore que la Chine devienne un acteur global, c'est-à-dire une puissance qui joue sur les équilibres géopolitiques de la planète. Et la Chine est en train d'ouvrir une route de la soie, et elle contourne les doctrines traditionnelles de géostratégie où il fallait des bases militaires, des porte-avions, etc. pour contrôler les grands détroits, les grandes routes maritimes. Et en fait, la Chine sera la première puissance mondiale en 2030. Et aujourd'hui, cette crise pétrolière, on ne peut la comprendre que à travers cette optique. Voilà. Alors, crise pétrolière qui a déjà une incidence sur l'évolution de l'offre. On va finir sur cette question parce qu'on ne peut pas ne pas l'évoquer. Les transitions énergétiques. Les transitions énergétiques en Algérie, on en parle beaucoup, on n'avance pas suffisamment vite. Alors je vous pose une question très précise. Il y avait du temps de M. Bouteflika, ça tourne vite aussi, pas seulement à Sonatrach, mais au ministère de l'Énergie, les ministres se succèdent. Cette proposition de lancer un appel d'offres de 4 gigawatts, 400 mégawatts en électricité solaire. Et ce projet d'appel d'offres qui était prévu pour le premier trimestre 2017 n'a toujours pas vu le jour. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce projet? Je n'ai pas de nouvelles et je te remercie de me poser cette question parce ça aurait été incomplet que de ne pas aborder cela. Je suis vraiment atterré, je peux pas dire mon sentiment, qu'un pays comme l'Algérie, qui est une pile électrique à ciel ouvert,
3500 heures d'ensoleillement au nord, au sud, c'est 86% du territoire, 2650 heures au nord. Et nous dépendons pour notre consommation d'énergie que des hydrocarbures. Nous devrions être un acteur majeur de la transition énergétique. Et pour répondre précisément à ta question, moi je ne vois pas le développement du solaire en Algérie à travers des contrats EPC, appel d'offres et installation de kilowattheures en fait. Moi je le vois comme un projet industriel, une ambition industrielle et technologique et scientifique, où nos universités sont impliquées, nos entreprises sont impliquées. C'est-à-dire qu'il faut que l'Algérie ait une grande ambition, qu'elle ait aussi une stratégie partenariale réaliste et ambitieuse. C'est-à-dire que il y a des leaders technologiques qui tirent la langue en Europe. Il faut leur ouvrir des partenariats stratégiques avec des liens de capital. Si la technologie ne se transfère pas, elle se vole, elle s'achète, mais elle ne se transfère pas. Vous achetez l'utilisation de la technologie. Il faut qu'il soit propriétaire pour qu'il ramène la technologie. Et quand je dis le solaire, ce n'est pas uniquement faire des cellules photovoltaïques, c'est rentrer dans la filière du silicium. Nous avons des ressources en silice. Et le silicium va nous emmener vers les semi-conducteurs. Professeur, c'est pas parce qu'il avait cette ambition que M. Nordin Boutelfa a finalement peut-être échoué à lancer cet appel d'offres. Des ressources en lithium aussi pour rentrer dans les batteries lithium-ion. Professeur Boutelfa a toujours dit, et d'ailleurs il a prévu de le mettre dans l'appel d'offres, lier l'industrialisation des éléments, des composants de la filière du solaire, de l'électricité solaire, la lier à la production de l'électricité solaire. Et il semblerait que ce soit exactement ça qui a posé problème, notamment pour le FCE qui a dit ça, et pour les acteurs majeurs, on disait il y a deux métiers différents. Produire de l'électricité solaire c'est une chose, produire les composants de la filière c'est autre chose. On ne peut pas exiger à quelqu'un qui veut venir travailler en Algérie et produire de l'électricité solaire d'être aussi un producteur des éléments, des composants. Non, ça a retardé bon, c'est une question de stratégie. Vous discutez avec des entreprises qui produisent des installations solaires. Elles sont concurrencées par la Chine qui a complètement qui a mené une guerre des prix dévastatrice. Vous avez une position de négociation. Vous avez une position de négociation, vous avez un pouvoir de négociation que vous devez faire valoir. Vous pouvez au début importer des cellules, des installations. Et mettre en place des partenariats. Vous lui dites, vous rentrez en Algérie, vous créez une société en Algérie, même si vous avez 51% du capital, on s'en fout, mais vous avez à vos côtés... Et vous intégrez, et vous commencez à intégrer. Vous commencez à travailler en Algérie et vous avez un marché sur le long terme, et ben il va sauter de joie. C'est-à-dire que ce n'est pas binaire, ce n'est pas l'un ou l'autre. Il faut... concevoir une stratégie partenariale et amener de la technologie, des technologues, des industriels, en impliquant les universités, en impliquant les industriels algériens, avec des leaders technologiques comme Sonatrach, comme Sonelgaz, qui seront là pour assurer la rigueur, pour assurer le montage partenarial. Mais vous aurez des kilowattheures dans l'immédiat, et ensuite, dans le moyen, long terme, vous aurez du silicium. Et là, vous serez tout content de fabriquer aussi des semi-conducteurs. Vous aurez des batteries lithium-ion. Et là, vous serez très content d'être parmi les producteurs de batteries lithium-ion qui vont équiper les automobiles, qui vont concurrencer votre pétrole. Complètement. Voilà. Professeur, c'était un vrai plaisir de vous entretenir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct. Pour votre invitation, j'ai beaucoup apprécié, puis j'ai beaucoup d'amitié pour vous. Voilà. Merci, à bientôt. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.